Bien, ce soir, nous allons accueillir Alain Doressoun-Diram, qui est astrophysicien à l'Observatoire de Meudon, planétologue. Et voilà, donc on se connaît assez peu, mais je m'intéresse quand même, bien entendu, aux travaux qui sont faits sur le système solaire. Le système solaire, c'est vraiment un terrain d'exploration qui a commencé maintenant il y a une quarantaine d'années. À partir du moment où on a commencé à lancer des sondes, et bien depuis on n'arrête pas. On commence même peut-être à envoyer des gens. On commence à réfléchir à envoyer des équipes sur Mars, pourquoi pas. Oui, les Chinois y pensent sérieusement. Voilà, donc c'est vraiment notre système solaire. Et on a découvert, je crois, que le système solaire est tout sauf semblable aux autres systèmes que l'on découvre de plus en plus nombreux. Oui. Hein, il semble encore une fois être... Ça a l'air d'être une exception, alors que pendant très longtemps, on a cru que le système solaire était le test de tous nos scénarios d'exploration, de compréhension, de formation de système solaire. Voilà, mais ce n'est pas à moi de dire tout cela, c'est à Alain. Il est donc astronome au LESIA, laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astronomie, et il s'intéresse particulièrement aux petits corps du système solaire. Ça, c'est pour la partie recherche, très active, bien sûr, comme vous le découvrirez, mais son statut d'astronome le conduit également à être à la fois responsable d'instrumentation et aussi à s'intéresser donc à la diffusion des sciences, diffusion de l'astrophysique. Alors, en ce qui concerne l'instrumentation, il est responsable, entre autres choses, d'un instrument sur Bepi-Colombo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Bepi-Colombo est une mission qui porte le nom de Bepi-Colombo, qui est un personnage intéressant et haut en couleur, donc je ne vais pas déflorer ici la personnalité, mais qui a... Donc cet instrument, quant à lui, sera lancé en direction de Mercure en 2018, donc c'est très proche. Je pense qu'on peut avoir une certaine effervescence dans les laboratoires et dans les équipes. Voilà, et par ailleurs, donc, il a écrit un certain nombre de livres. J'ai noté qu'il y a un ouvrage qui a été écrit en collaboration avec Emmanuel Lelouch, que vous pouvez encore trouver, aux confins du système solaire. Ça date quand même de 2008, donc il y a eu des choses nouvelles depuis, mais je suis persuadé que c'est intéressant. Et 6 ouvrages pour jeunes publics qui sont édités aux éditions Belin. Par ailleurs, il parraine, d'ailleurs toujours dans la même veine, des classes à l'Observatoire, et des classes de jeunes, étudiants et élèves. Et enfin, en direction de futurs chercheurs, il est responsable d'un master en planétologie. Et aujourd'hui, donc, il est venu nous parler de Nouveau Monde, Pluton. Donc, merci, je n'en dirai pas plus, je te laisse la parole. D'accord, merci Daniel pour cette introduction. Merci à vous d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour cette conférence. Il paraît que c'est un événement très couru, donc j'en suis d'autant plus honoré. Donc je vais vous parler de Pluton, qui est entre autres une de mes spécialités, puisque je travaille sur cette vaste région, encore inconnue il y a quelques 20 ans, la ceinture de Kuiper ou la région transneptunienne. Donc Pluton est sur la sellette actuellement, puisque depuis 2 ans, il y a une sonde qui est allée la survoler et on est toujours en train, on a tout juste à peine reçu toutes les données de cette sonde et on est en train maintenant de les analyser. Alors tout d'abord, Pluton, on ne le connaît pas depuis ces 2 ans, on le connaît depuis quasiment un siècle, mais Pluton a défrayé la chronique puisque en 2006, eh bien, Pluton a été, je ne préfère pas le mot déclassé, mais reclassé dans une nouvelle catégorie, les planètes naines, puisqu'en 2006, les astronomes se sont réunis en assemblée générale, tu étais sans doute, Daniel, et on a voté une nouvelle définition de planète. Et notez-le bien, car c'est quelque chose qui a révolutionné un petit peu tous les manuels scolaires, puisqu'on a dû tout effacer. Et maintenant, une planète, c'est quoi? Voici une définition autour de 3 critères. Une planète, c'est 1, quelque chose qui tourne autour du Soleil, 2, quelque chose qui est à peu près rond, et 3,
Dernier critère qui a fait un petit peu le malheur de Pluton, il faut que cet objet ait fait le ménage sur son orbite. Le ménage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être gravitationnellement le plus imposant sur son environnement orbital. Et en cela, Pluton a failli, puisque, comme je vous le disais, on a découvert une vaste et nouvelle population, une ceinture d'objets qu'on appelle les transneptuniens, qui peuplent les confins du système solaire juste au-delà de l'orbite de Neptune. Et parmi ces objets-là, eh bien, ceux qui satisfont aux deux premiers critères, on les appelait des planètes naines. Pluton, donc, en fait partie. Il y en a en tout 5, puisque on a aussi une planète naine bien plus proche entre Mars et Jupiter. Et là aussi, Cérès n'a pas le statut de planète, car tout comme Pluton, Cérès n'a pas fait le ménage puisqu'il est au beau milieu d'une autre ceinture, la ceinture d'astéroïdes. Voilà, petite révision du système solaire avec les 8 planètes du système solaire dans l'ordre. Donc le système solaire actuellement compte 8 planètes. Et si vous voulez retenir une autre image de ce système solaire, encore une révision avant de passer au vif du sujet, eh bien vous avez l'entièreté du système solaire ici, offert à vos yeux, depuis le Soleil jusqu'à la limite du système solaire qui est le nuage de Oort. Ici, vous avez les distances au Soleil en unités astronomiques par rapport au Soleil. Donc, unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres, c'est la distance Terre-Soleil. On a ici les planètes telluriques. Ici, Jupiter à 5 UA, Saturne à 10, Uranus à 20, Neptune à 30. Et voici cette fameuse région transneptunienne, juste au-delà de Neptune, une ceinture qui, mieux qu'une ceinture, en fait, elle s'évase même pour rejoindre peut-être le fameux nuage de Oort qui marque la limite du système solaire. On me demande souvent, mais où s'arrête ce système solaire? Eh bien, il s'arrête là où quelqu'un pourrait contester l'autorité gravitationnelle du Soleil. Et qui cela pourrait être? Eh bien, l'étoile la plus proche de nous, qui est Proxima du Centaure. Donc, la limite du système solaire, le nuage de Oort, est à mi-chemin à peu près entre notre Soleil et Proxima du Centaure. Et j'ai repéré pour vous le recordman du système solaire, si ça peut vous amuser. Eh bien, dans cette ceinture de Kuiper se trouve 2014 FE72, qui se trouve vraiment très très loin, c'est le plus lointain qu'on ait découvert, à 2000 unités astronomiques du Soleil. Rendez-vous compte, cet objet, pour faire une révolution autour du Soleil, eh bien, il met presque un siècle. Pas un siècle, presque 1000 siècles, donc presque 100 000 ans. Maintenant, parlons de Pluton. Alors Pluton, avant d'être exploré spatialement, eh bien Pluton a été étudié pendant quelques 8 décennies, découvert par ce jeune homme à l'époque, Clyde Tombaugh, un fermier astronome amateur de l'Arkansas, qui recrutait pour une tâche spéciale découvrir la fameuse planète X. On va voir que cette problématique revient actuellement. Mais néanmoins, à force d'abnégation et de talent, il finit par découvrir Pluton le 18 février 1930, à partir de cette machine un peu bizarre qui permettait de pouvoir comparer des images assez rapidement et de pouvoir voir tout ce qui bougeait entre deux images, c'est-à-dire la signature d'un objet du système solaire. Et voici l'image de la découverte. Donc vous voyez le petit point qui est là. Eh bien, il a bougé par rapport au fond du ciel. C'est le secret de comment on découvre de nouveaux objets dans le système solaire. C'est le jeu des 7 différences. Rien de très, finalement, sorcier, plutôt enfantin. Eh bien, dès sa découverte, Pluton se révèle être atypique. Atypique à 3 titres. D'ailleurs, on aurait dû se douter que ce n'était pas vraiment une planète au sens propre. Parce que, première caractéristique extraordinaire, vous voyez ici, sur ce schéma vu de dessus du système solaire externe, avec Saturne, Uranus et Neptune, les orbites des planètes sont peu ou prou à peu près circulaires. Eh bien, Pluton, vous voyez, a une orbite allongée, on dit qu'elle est elliptique. Et vous voyez même qu'elle peut rentrer à l'intérieur de l'orbite de Neptune. Deuxième spécificité, eh bien, c'est que cette orbite, elle est inclinée, au contraire aussi des orbites planétaires. Ça aussi quelque chose d'étrange. Et troisième caractéristique, eh bien, cet objet, Pluton,
est en résonance 3,2 avec Neptune. Ça veut dire quoi une résonance 3,2 ? Une résonance 3,2 avec Neptune, ça veut dire que pendant que Neptune fait 3 tours autour du Soleil, Pluton en fait 2. C'est une résonance, un mécanisme qui protège Pluton de toute rencontre proche avec Neptune. On pourrait penser que Pluton peut croiser Neptune, ce qui serait dévastateur. Eh bien non, parce que cette résonance fait que quand Pluton est à un endroit du système solaire, eh bien Neptune est à l'opposé. Donc tout ça rend déjà Pluton un peu à part. On continue à l'explorer et on découvre quelques dizaines d'années plus tard que Pluton a un satellite. Vous voyez, à partir de cette image, c'est en 1978, eh bien, Christie, un astronome américain, arrive à démontrer que en fait, cette petite excroissance, c'est un satellite. Et bien sûr, avec les données, les instruments actuels, on est capable de résoudre le système Pluton et Charon, qui est très proche. En fait, c'est quasiment un système double, tout comme la Terre et la Lune, parce que le rapport Terre-Lune, en taille, c'est 3,5, eh bien, Pluton-Charon, c'est encore pire ou mieux, c'est un rapport 2. Le rapport de masse est de 8,5, donc c'est vraiment un système double. Et ils sont tellement rapprochés, Pluton, donc 2 fois plus gros seulement que Charon, qu'il y a de forts effets de marée qui les perturbent, de sorte que, comme les effets de marée qu'exerce la Lune sur la Terre, eh bien, ces effets de marée ont bloqué les 2 objets en résonance. C'est-à-dire qu'ils se montrent toujours la même face, tout comme la Lune montre toujours la même face à la Terre, sauf que les 2 objets, en même temps, se montrent toujours la même face. Ça serait comme 2 danseurs sur la piste qui tourneraient et qui seraient toujours l'un en face de l'autre. Donc ils tournent sur eux-mêmes, en même temps qu'ils tournent autour de leur axe, en 6,4 jours. Et maintenant, on a découvert bien d'autres satellites grâce notamment au télescope spatial Hubble. Donc on a trouvé quelques autres petits satellites, en tout, donc un système à 5 satellites. En observant encore plus attentivement, avec une technique qui permet de révéler la composition, c'est la spectroscopie, on a découvert que Pluton est recouverte de glace. De glace de quoi ? D'azote, de méthane, de monoxyde de carbone et un petit peu de glace d'eau. Tandis que Charon, lui, est recouvert seulement de glace d'eau. Et là, c'est ce qu'on appelle un spectre. Alors, ne vous effrayez pas, un spectre, c'est une ligne torturée, c'est la décomposition de la lumière en fonction de ses couleurs. Et donc, chaque creux et bosse dénote en fait une signature des éléments qui sont présents à la surface de Charon. Et c'est comme ça qu'on a découvert que ces signatures-là correspondent à la glace de méthane. Donc, de la glace de méthane est présente à la surface de Charon. Charon est tellement loin que pour savoir s'il y a une atmosphère, c'est quasiment impossible. Mais il y a une autre technique qui permet aussi de révéler quelque chose de très sombre, très ténu. C'est la méthode des occultations, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est une des méthodes aussi que j'utilise dans ma recherche. Donc, quand vous avez Pluton qui passe, on ne voit pas son atmosphère parce qu'elle est très ténue, mais quand Pluton passe devant une étoile, elle va l'occulter. Mais si effectivement il y a une atmosphère autour de Pluton, eh bien, au lieu d'avoir une occultation brutale et nette, comme un créneau, eh bien, on va avoir une décroissance un petit peu lente. Eh bien, cette décroissance du flux de l'étoile avant de s'éteindre complètement parce qu'elle est masquée par Pluton, eh bien, cette décroissance va trahir la présence d'une atmosphère. Et c'est comme ça que l'on a découvert que Pluton a une atmosphère qui est très ténue, mais néanmoins mesurable, de 10 microbars, c'est-à-dire 1/100 millième la pression atmosphérique. Et voici la meilleure image que l'on ait avec, s'il vous plaît, le télescope spatial Hubble. C'est frustrant, non ? C'est frustrant, mais néanmoins, il faut réaliser que Pluton est très très loin. Il se trouve à 40 fois la distance Terre-Soleil, 6 milliards de kilomètres, ce qui fait que la lumière qui arrive à Pluton est 1600 fois plus faible que celle qui nous arrive sur Terre. En plus, elle doit revenir sur Terre pour qu'on puisse l'étudier. Eh bien, c'est pour ça qu'avec peu de lumière, eh bien, on ne peut pas faire de miracle. Et même avec le télescope spatial Hubble, voici la meilleure image. Néanmoins,
on voit que c'est un objet, on devine que c'est un objet très contrasté, avec des zones très sombres, avec des zones très très claires. Et c'est pour ça que cela a motivé l'exploration spatiale de cet objet. Comme toutes les autres planètes ont été explorées et ont révélé bien des surprises, eh bien la NASA décide d'envoyer une sonde qui va partir en 2006, survoler Jupiter et puis arriver le 14 juillet 2015, une date qu'on va volontiers retenir facilement. Et la mission n'est pas finie, et j'y reviendrai juste après. Et avant de parler des résultats et des découvertes absolument très surprenantes qu'on a faites sur Pluton, je vais vous parler un petit peu de cette mission, puisque c'est une sonde spatiale qui relevait plusieurs défis technologiques. Donc la mission New Horizons, c'est une sonde, la voici, et donc elle a été développée par la NASA avec une antenne énorme, une antenne pour communiquer avec la Terre, il faut transmettre les données, recevoir les commandes, le plan de vol, etc. Et il faut une grande antenne parce qu'on est effectivement très loin, c'est donc des grandes oreilles pour pouvoir écouter la Terre et lui aussi transmettre des données. Ça, c'est la sonde. Et la sonde, elle est partie en janvier 2006. Et pour la lancer, on a utilisé la fusée la plus puissante actuellement. C'est une fusée, une Atlas V551. Pourquoi puissante? Pour pouvoir l'envoyer le plus rapidement possible, car les distances sont très grandes. Eh bien, dans l'exploration spatiale, depuis les années 60, eh bien, c'est le lancement le plus rapide jamais atteint, puisque, pour vous donner quelques idées, les missions Apollo, pour aller sur la Lune, elles ont mis à peu près 3 jours. Eh bien, la sonde, en quittant la Terre, a mis à peine 9 heures pour atteindre la Lune. Seulement 13 mois pour arriver à Jupiter, mais c'est des survols, donc on ne s'arrête pas, et avec une vitesse record maximale de 58 000 km/h. Cette sonde, bien sûr, on n'y va pas simplement en touriste, on est équipé de plein d'instruments. Donc là, vu les contraintes de temps, budgétaire, d'économie de carburant, le lot d'instruments à bord était relativement restreint. Voilà une demi-douzaine d'instruments, mais qui permettent de caractériser l'objet. Donc on a des spectromètres qui vont déterminer la composition, des caméras, des détecteurs de particules, parce qu'on va sonder l'environnement de Pluton, autour de Pluton, et voir aussi dans l'espace interplanétaire. On va étudier aussi le vent solaire à cette distance. Et il y a même aussi un instrument qui a été fabriqué, qui a été conçu par des étudiants. C'est un instrument qui va compter les poussières. Et cette sonde, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est dépourvu de panneaux solaires. Alors que normalement, les sondes ont des panneaux solaires. Les panneaux solaires servent à alimenter les instruments en énergie électrique. Eh bien, pour cette sonde-là, tout comme aussi Cassini qui est actuellement autour de Saturne, eh bien, les panneaux solaires sont illusoires parce que l'énergie solaire disponible à ces distances-là, elle est vraiment très peu abondante. Et donc, il faudrait des panneaux solaires grands comme des terrains de foot, voire beaucoup plus grands encore. Et donc, pour alimenter ces instruments, on a choisi des piles radioactives, donc le plutonium-238, qui est la seule technologie qui permet d'atteindre des objets aussi distants. Donc l'énergie disponible est abondante, et ce n'est pas ça qui sera un frein pour le fonctionnement de cette mission. D'ailleurs, les missions Voyager aussi continuent toujours à émettre parce qu'elles sont aussi équipées de piles à plutonium, alors qu'elles ont été lancées il y a maintenant 40 années. Et voici le plan de vol. Alors, c'est une mission qui est partie comme un boulet de canon et qui va arriver, évidemment, à très très grande vitesse sur le système Pluton-40. On ne va pas pouvoir s'y arrêter, parce que là, ça demanderait encore plus d'énergie pour freiner. Donc, c'est ce qu'on appelle une mission de survol. C'est effectivement, quand on regarde l'exploration spatiale, c'est la première étape, on va survoler. Et puis, effectivement, après, si c'est intéressant, on va envoyer une autre sonde pour se mettre en orbite et pour prendre... Donc là, l'avantage, l'inconvénient plutôt du survol, c'est qu'on a peu de temps et on n'a qu'une seule chance. On va passer très très vite et
ce qu'on a prévu, c'est en quelques heures seulement, traverser, quelques minutes, quelques heures, pour traverser tout le système. Et bien entendu, il faut qu'on soit prêt pour prendre toutes les mesures en un temps record. Et c'est pour ça que cela se prépare minutieusement, longtemps à l'avance. C'est la séquence de vol simulée à partir de l'énergie disponible et des données, des instruments disponibles. Donc on programme de façon minutieuse et détaillée tous les instruments qui vont être activés et les mesures qui vont être prises. Parce qu'on n'a pas droit à une deuxième chance. Pluton se trouve à 6 milliards de kilomètres. Et donc, pour envoyer une commande en disant à la sonde « Allez, tu vas me prendre cette image, puis cette image et faire cette mesure », eh bien, pour envoyer une commande, il faut 4 heures. Et pour recevoir la confirmation que la commande a été exécutée, encore 4 heures. Au bout de 8 heures, la sonde est déjà partie. Donc, il faut vraiment être sûr que la sonde va faire exactement ce que l'on veut, parce qu'on n'aura pas de deuxième chance. Et donc, tout cela a été programmé. Et ça a marché. Ça a marché. Il y a eu quelques moments de frayeur, comme dans toutes les grandes épopées spatiales, mais ça a marché. Et effectivement, on a reçu une flopée de données, et c'est là que je vais vous ouvrir tous ces résultats, ces beaux résultats qu'on a obtenus. Donc, tout d'abord, voici les premières images que l'on a. Donc, on est encore. La rencontre se passe en juillet, le 14 juillet 2015. Donc, on est là quelques mois du passage. On voit qu'on commence déjà à distinguer le système, donc Pluton, qui tourne autour de. Charon qui tourne autour de Pluton, ou inversement, puisque les deux tournent autour l'un de l'autre. Mais néanmoins, grâce à cette image, on a déjà réussi à voir mieux que Hubble. On s'approche. Là, on a des images un peu plus détaillées de Pluton. On remarque ces taches un peu plus sombres. On est à seulement, entre guillemets, 75 millions de kilomètres. Mais, juin, là, on a déjà atteint beaucoup mieux que ce qu'on pouvait obtenir depuis le sol. Juin le 13, le 15, 3 juillet, on est à seulement quelques jours du survol. Donc on commence à deviner du relief. Et enfin, voici l'image de Pluton. Et là, tous les scientifiques suspendus à leur écran eh bien, sont absolument sidérés. Parce qu'on ne s'attendait pas à voir une région, une zone, une topographie aussi variée. On voit quelque chose de très brillant ici, central, avec tas de cratères, et puis des zones très très sombres, très rouges. Là, c'est à peu près la couleur telle qu'on pourrait la voir à l'œil. Et ce qui frappe effectivement les scientifiques, les Américains, la communauté mondiale, puisque cette image elle est publique, elle est révélée sur Internet, c'est cette région centrale ici. Et certains ont vu quelque chose, ont reconnu quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pareidolie. Est-ce que vous connaissez ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Pareidolie, c'est les formes animales ou humaines que l'on croit voir dans les nuages, sur la Lune. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous verriez? Vous avez reconnu quelque chose comme nous? Un cœur, vous dites? C'est vrai, ouais, on peut voir un cœur. Mais vous savez, les pareidolies, ça dépend de votre culture, de votre environnement. Et les Américains, eux, ils n'ont pas vu de cœur. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'après vous? La tête. Pluton, ouais, presque. Pluton, en anglais, c'est Pluto. Et Pluto, vous connaissez vos classiques, c'est le chien de Mickey. Voilà, pour la petite anecdote. Et cette image de Pluton, ces images de Pluton, révélées ici en un petit film, on assiste à une diversité absolument riche en topographie. Alors on commence par le nord, avec des terrains cratérisés, comme on en voit souvent dans le système solaire, mais ce qui frappe, c'est qu'à côté de ces zones très anciennes, on a des zones montagneuses très récentes. Et puis tout d'un coup, on arrive, après cette zone chaotique, montagneuse,
on arrive au cœur. Et là, tout d'un coup, changement brutal de paysage avec des zones très très lisses, même des zones cellulaires. On n'a pas compris sur le coup qu'est-ce que c'était, puis après piqueté, et voilà. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas et qui va révéler finalement que Pluton est un objet absolument actif et géologiquement très riche. Alors regardons dans le détail ces différentes caractéristiques. Alors là, ce sont des fausses couleurs. Les astronomes utilisent volontiers les fausses couleurs pour mettre en exergue les différences de composition ou de relief. Et donc, ce qu'on voit sur cette image en fausse couleur, c'est qu'effectivement, Pluton est très, très varié, très caractéristique au niveau des couleurs, des zones très claires, et puis des zones très, très sombres, des zones rouges et des zones plutôt bleu-blanc. Ici, eh bien, cette zone très brillante, on sait ce que c'est de la glace de méthane, de la glace de diazote et puis de la glace de CO. On a regardé la cartographie de la glace de méthane. Eh bien, effectivement, on retrouve que la région du cœur, là, le cœur qu'on a reconnu tout à l'heure, elle est très riche en glace de méthane, alors qu'elle est quasiment absente dans ces régions montagneuses et sombres. On a aussi trouvé de la glace d'eau, mais pas partout en fait. C'est surtout des régions montagneuses. Et ces montagnes de glace d'eau, c'est un petit peu comme nos montagnes sur Terre, puisque à moins de 135 degrés, c'est la température sur Pluton, c'est aussi solide que du granit sur Terre. Eh bien, pour étudier tous ces aspects, toute cette géologie, eh bien, on a fait une carte de Pluton, et pour se faire comprendre, on a dû nommer donc, ces différentes régions. Alors, je vous fais un zoom. Vous pouvez aller voir ce site où il y a eu une campagne lancée vers le grand public pour attribuer des noms. Maintenant, ces noms sont officiels puisqu'ils ont été reconnus par l'IAU. Et donc, ici, les noms qu'on a donnés aux différents reliefs de Pluton, ils sont issus de la culture, de la mythologie, du monde souterrain. Pluton, c'est le dieu des enfers. Mais pas seulement. On a aussi des régions, les montagnes par exemple, ont été nommées d'après des explorateurs célèbres, comme ici Hilary et Norgay, qui sont les conquérants de l'Everest, ou d'autres encore, on y reviendra. Voilà. Donc, et même, vous avez aussi des noms un peu plus de la culture, la fiction, hein, comme Krone Makula ou Stululu ici. Eh bien, regardons maintenant cet objet, très contrasté. Alors, il y a une mesure qu'utilisent les astronomes, qui est l'albédo, qui nous renseigne sur l'aspect réfléchissant de votre surface. Eh bien, Pluton se trouve parmi les objets les plus contrastés du système solaire, avec un albédo qui varie entre 0,1 et 0,7. Donc, un albédo de 0, c'est quelque chose de très sombre, et un albédo de 1, c'est quelque chose de très réfléchissant. Par exemple, le charbon, c'est très sombre, c'est 4%. Donc 0,1, 10%. Alors que la neige, ça frôle les 1%. Donc c'est quelque chose qui va de très sombre à vraiment quelque chose de très très brillant. On a même trouvé des zones aussi brillantes que 1, donc comme de la neige. Mais pourquoi il y aurait quelque chose qui soit aussi sombre et surtout ici, aussi rouge dans des régions que voici? Eh bien, on a une hypothèse. Dans l'atmosphère de Pluton, qui est composée de gaz d'azote et de gaz de méthane, grâce au rayonnement ultraviolet, ce gaz de méthane photolyse, c'est-à-dire qu'il se recombine, se casse et se recombine pour former des molécules de plus en plus carbonées, avec un nombre de carbone de plus en plus important. Et c'est ce qu'on appelle de la matière organique, la matière du vivant, est faite à base de molécules très carbonées. Et ces molécules très carbonées, elles sont rouges. Donc ce qui se passe, c'est que dans la haute atmosphère de Pluton, de la matière organique, alors je n'ai pas dit de la vie, hein, de la matière organique est synthétisée. Et cette matière qu'on a réussi à reproduire en laboratoire, on appelle ça des tholins, eh bien, se constituent en petites poussières. Et ces poussières tombent au sol pour sédimenter et former
de la poussière rouge. C'est pour ça qu'on a des zones rouges. Mais pourquoi dans d'autres régions, on n'a pas cette poussière? C'est ça qui paraît surprenant. Pluton, à ce moment-là, devrait être complètement rouge. Effectivement, ici, on a des zones qui sont pas rouges du tout, plutôt brillantes, très très brillantes. Et bien, en plus, ce qu'on a vu, c'est qu'ici, il n'y a pas de cratères. Ici, il y a énormément de cratères. Et la densité de cratères, pour les planétologues, ça permet de mesurer l'âge d'une surface. Sur Terre, il n'y a pas de cratères, ou très très peu. Ça veut dire que la Terre est un objet géologiquement actif. Eh bien, on a vu qu'effectivement, cette zone-là est très très vieille, alors que celle-là, elle est très très jeune. Donc un objet finalement aussi vivant et actif que la Terre, alors que c'est un objet qui est à une température de moins de 135 degrés, qu'on attendait complètement figé. Regardons cette surface, donc en fausse couleur toujours, donc cette région qui est très cratérisée, rouge, à côté d'une zone très brillante et pas du tout cratérisée ou très peu. Alors regardons cette plaine centrale qu'on a appelée la plaine de Spoutnik. Faisons quelques zooms pour voir ce qui se passe. Eh bien, en zoomant un peu, on a vu des zones cellulaires segmentées, vous voyez? Donc des zones qui font plusieurs dizaines de kilomètres et segmentées, donc fracturées, avec des failles qui font quelques kilomètres de large et qui semblent être remplies aussi de zones un peu plus, de matériaux un peu plus sombres. Donc ce sont des zones qui interpellent, on ne sait pas trop ce que c'est. Et à côté de ces zones-là, on a des zones qui sont piquetées ici, des trous, des milliers de trous. Et cette région au nord, donc au nord de la plaine de Spoutnik, il y a quelque chose aussi qui nous a surpris. Vous voyez, on a la zone très lisse, on retrouve un peu ces cellules, mais là, il y a quelque chose qui se passe là. Aux abords des montagnes, on dirait qu'il y a un courant qui s'est introduit. Et en fait, on vient de découvrir que sur cette plaine de Spoutnik, il y a des glaciers. Mais pas des glaciers de glace d'eau comme sur Terre, mais des glaciers de diazote. En fait, le rôle que joue la glace d'eau sur Terre, eh bien, c'est le diazote qui le joue sur Pluton. Et on a des zones érodées parce qu'on a des glaciers d'azote qui coulent et qui façonnent le relief. Et ça, c'est une grosse surprise. Regardons cette région. Donc cette région qui est, je reviens en arrière, qui est une région montagneuse, donc au sud de la plaine de Spoutnik. Regardons de plus près, eh bien, ce sont on a dit qu'on a donné des noms d'explorateurs. Donc Jeanne Marais, c'est une Française qui a été la première femme à avoir fait le tour du monde, un tour circumpolaire. Zhang Yi, c'est un explorateur chinois. Donc ce sont des grosses montagnes perdues à la limite de cette plaine très très lisse. Et cette zone montagneuse, on la retrouve encore un peu plus à l'est, avec ici les montagnes d'Hilary et de Norgay. Et ces montagnes, elles sont aussi surprenantes parce qu'elles trahissent en fait une activité géologique, puisque ces montagnes sont de plusieurs kilomètres de hauteur et qui sont des montagnes qui ont été créées manifestement très récemment. Donc voici un zoom de ces montagnes dans la région du mont Norgay, donc des montagnes de 3500 mètres. On n'a trouvé pas de cratères et donc, comme sur Terre, les Alpes, qu'est-ce qui pourrait être le moteur de cette activité ? Une autre région complètement ahurissante, c'est cette région qu'on appelle la dorsale du Tartare. Et ce qu'on a vu ici, c'est une zone un terrain de peau de serpent, très ridé. Et cette zone-là, eh bien, on a compris ce que c'était. Ça pourrait être très similaire à ce qu'on a sur Terre, qu'on appelle les pénitents de neige. Là, c'est dans le désert d'Atacama. Donc, ce sont des blocs qui peuvent faire plusieurs mètres de hauteur, comme des pénitents, tous dressés
dans la même direction, dans la direction du Soleil, et qui sont le résultat de la sublimation de la glace dans un environnement très sec comme est le désert d'Atacama. Eh bien, cette structure géologique, eh bien, on la trouve aussi sur Pluton, mais sans doute avec de la glace de diazote. Regardons maintenant cette zone, la zone Idrissi-Montes, qui est ici. Et ce qu'on voit ici, c'est que cette zone, elle est montagneuse, certes, mais complètement chaotique. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui l'ait mouvementé par le dessous. Et si on fait un petit zoom et qu'on regarde, vous voyez, complètement concassé ici, avec une extension qui va jusque dans la plaine de Spoutnik. On regarde ça en fausse couleur et vous voyez, c'est saisissant la dichotomie entre cette région-là, tourmentée, et puis la zone très très lisse. Et puis tout d'un coup, dans la plaine lisse, une montagne qui émerge, une montagne qu'on sait maintenant être de la glace d'eau. Donc de 1 à 2 km, comme on en trouverait aussi dans les régions polaires, avec des montagnes qui sont isolées, qui n'ont pas été encore érodées. C'est le cas ici, on voit des traînées ici, qui sont certainement, sans doute, dues au vent. Donc une activité très riche, éolienne, géologique, sur un objet aussi froid que moins 235 degrés. On se demande, mais qu'est-ce qui fait toute cette activité? Donc si on résume un petit peu ce qu'on a vu, et bien d'autres choses, donc on a vu des failles, de la tectonique, comme on pourrait le voir sur Terre. Donc l'image en haut, c'est l'image réelle, et en couleur, c'est la topographie. Donc tout ce qui est bleu, c'est quelque chose de profond. Donc ça permet de voir, d'analyser l'image au-dessus grâce à la topographie. Ici, on a vu donc des dépressions irrégulières et des terrains piquetés. Voici ces terrains qui sont piquetés. Il semblerait qu'on pense que c'est des régions qui ont été piquées par la sublimation des glaces. Et cette région ici, ça a été une grosse surprise. Si on fait un zoom de cette région au sud de la plaine de Spoutnik, voilà, ici. Alors, on n'est pas sûr, mais on a vraiment des indices très précieux qui nous font penser que ça, c'est un volcan, parce qu'on voit les pentes qui sont plissées. Et donc, des volcans, comme sur Terre, mais à moins de 135 degrés, des cryovolcans, donc qui crachent de la glace en fusion. Alors, quelle source d'énergie? Eh bien, sur Terre, la source d'énergie, c'est l'intérieur chaud, qui est dû à la radioactivité des roches, parce que la Terre est une planète tellurique. Et cette activité, elle perdure sur Terre, parce que la Terre est un objet conséquent, même 4 fois plus gros que la Lune, qui, elle, est complètement éteinte, parce qu'elle a complètement refroidi, elle a épuisé cette énergie interne que garde encore la Terre. Et c'est cette énergie interne qui est la source de l'activité géologique sur Terre. Mais sur Pluton, qui est même plus petit que la Lune, qu'est-ce qui pourrait motiver une telle activité géologique? Eh bien, on a une idée maintenant, grâce à la sonde, de l'intérieur de Pluton. C'est un objet qui est plutôt riche en roches. Donc voici un cœur de roche, entouré d'un manteau de glace d'eau et juste au-dessus de la glace de diazote. Et donc, effectivement, c'est trop petit pour avoir une énergie interne, mais cette énergie interne pour la Terre, elle sert à fusionner les roches. Or, sur Pluton, il n'y a pas besoin de fusionner les roches. La roche, elle est vraiment, effectivement, au centre et plutôt solide. Mais par contre, on a besoin de moins d'énergie pour chauffer de la glace. Et donc, même si on a moins de roches, donc plus petit que la Lune, l'énergie qui reste encore est apparemment suffisante pour fondre un petit peu la glace d'eau qui est entre la croûte et le noyau et qui génère cette activité. Eh bien,
revenons à la plaine de Spoutnik, là, qui est là. On a aussi d'autres explications. Donc effectivement, ici, on a une activité générée par le peu d'énergie interne que l'on a. De plus, on a découvert que cette plaine de Spoutnik, elle correspondrait à un ancien bassin d'impact, qui est un impact qui est arrivé en mode oblique, qui fait que c'est un cratère plutôt allongé. Et donc, si on reprend la coupe de l'intérieur, peut-être, on ne sait pas, un océan liquide, mais surtout une croûte glacée, et au-dessus, cette zone qui est chauffée, c'est l'azote. Donc, il y a beaucoup moins d'énergie nécessaire pour chauffer de la glace de diazote ou de CH4 ou de CO, beaucoup moins qu'il en faut pour chauffer de la glace d'eau, qui est la glace la plus réfractaire, hein, qui résiste le plus à la chaleur. Et donc cette zone qui a été déjà fragilisée, donc cette zone qui est la plaine de Spoutnik, elle est en contrebas du niveau moyen. Et donc sur cette zone-là, la pression est plus importante. Et donc il y a de la glace, il y a du gaz de diazote qui condense, et ce qui fait qu'on a ces zones brillantes. Et pourquoi on a des zones cellulaires? Eh bien, les derniers travaux montreraient que ici, comme c'est chauffé, eh bien, c'est du matériau qui est en convection. Donc, vous savez, comme dans vos casseroles d'eau, l'eau, elle est chauffée par convection, donc ça fait des bulles. Eh bien, ici, vous avez des espèces de bulles de glace de diazote. Et c'est ça qui fait qu'on a ces formes géométriques cellulaires, qui est le reflet de la convection des glaces. Alors, d'autres surprises concernent l'atmosphère de Pluton. Voici une image de l'atmosphère de Pluton quand la sonde s'est retournée après le survol, et voici ce qu'elle a vu. Donc derrière, donc là on a Pluton, derrière on a le Soleil qui éclaire en contre-jour cette atmosphère. Et là ce sont les vraies couleurs, telles qu'on pourrait le voir, et ce qu'on voit c'est que cette atmosphère, elle est bleue. Elle est bleue. Et en faisant marcher un petit peu la physique, eh bien on en déduit que si cette couleur est bleue, eh bien, c'est que cette couleur bleue, elle est due aux particules. Vous savez, les tholins dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, ces particules, si elles ont des formes fractales et non sphériques, et petites, elles donneraient cette couleur bleue. Donc ça donne une contrainte de plus, effectivement, sur l'atmosphère de Pluton, qui est composée de gaz, mais à l'intérieur de cette atmosphère, il y a beaucoup de poussière, ces fameux tholins, qui sont en couche et qu'on peut voir maintenant. Vous voyez, un zoom de cette atmosphère, on voit très clairement ces couches, et ce sont les différentes densités de poussière qui se forment dans la haute altitude et qui tombent à la surface de Pluton. Et voici encore une autre image absolument saisissante. On voit bien les couches, on voit même le relief au limbe de Pluton qui se dessine sur l'atmosphère. Alors, les cratères sur Pluton. Les cratères, c'est une longue histoire pour les planétologues, puisque cela, vous avez compris, cela nous permet de dater les surfaces. Eh bien, il faut bien que le faire, il faut compter les cratères pour savoir comment dater les surfaces. Et là, voici la planisphère de Pluton. On voit effectivement que les cratères sont concentrés dans ces régions-là et pas du tout, ou très peu, sur la plaine de Spoutnik, ce qui montre, encore une fois, que cette plaine de Spoutnik est récente. On pense même que l'activité, elle est actuelle. C'est-à-dire que, géologiquement, Pluton est encore actif en ce moment. Alors, la densité des cratères montre que cette région est très très ancienne, ici. Et si on zoome, ça permet de dater les différentes régions. Cette région est plus ancienne que celle-là, par exemple, et encore plus ancienne que celle-là, qui semble être actuelle. Mais un autre intérêt de compter ces petits cratères, c'est ça. Rappelez-vous, Pluton est au sein de cette ceinture de Kuiper. Cette ceinture de Kuiper,
elle a un intérêt primordial pour les astronomes puisque c'est les reliquats de la formation du système solaire. Ce sont les petits bouts de planétésimaux à l'origine de la formation du système solaire, des planètes, qui n'ont pas réussi à agglomérer pour former une seule et unique planète. Donc ce sont les restes fossiles de la formation des planètes. Et en même temps, ce sont le réservoir des comètes qui nous arrivent de temps en temps au voisinage de la Terre. Sauf qu'on aimerait bien savoir les caractériser, ces objets, sauf qu'ils sont très très loin. On connaît que les plus gros, Pluton est un des plus gros, mais on aimerait bien savoir la population des petits, de combien ils y sont, et surtout, quelle est leur taille, leur distribution de taille, parce que ça a un intérêt absolument important pour contraindre les modèles de formation du système solaire. Donc savoir quelle est la distribution de taille des petits corps ici, c'est contraindre comment les planètes se sont formées. Eh bien, la densité des cratères sur Pluton, c'est un moyen indirect de compter cette population, puisque qui a créé ces cratères? Eh bien, ce sont les petits objets de la ceinture de Kuiper. Donc, en comptant ces petits cratères, eh bien, on a une information sur cette zone inconnue. Je vous parle aussi de ça, puisque c'est mon domaine de recherche. Effectivement, ces objets-là, on ne peut pas les voir directement. On connaît à peu près 2500 objets transnéptuniens, mais des plus gros, qui font 2000 km comme Pluton, mais les plus petits, ils font quelques centaines de kilomètres. Mais on aimerait bien savoir combien il y a d'objets plus petits que ça, c'est-à-dire les 1 km, les 100 mètres. Et ça, impossible. Même avec les plus grands télescopes du monde, les plus grands de 10 mètres, on ne peut pas voir des objets de 1 km situés à 40 unités astronomiques du Soleil. Par contre, il y a une technique, je vous en ai parlé tout à l'heure, la technique de l'occultation stellaire qui permet de voir ces objets. Car, effectivement, si on ne peut pas les voir directement, on peut voir leur ombre. Et regardez cette simulation. Donc un objet transnéptunien passe devant une étoile. Si on n'est pas capable de le voir en direct, parce qu'il est trop peu lumineux, on peut voir l'ombre qu'il implique quand il passe devant une étoile. Et ça crée donc, vous voyez, ce signal, une chute de flux, même quelque chose de beaucoup plus abouti, c'est un signal de diffraction. Mais grâce à ce signal, en mesurant la durée de ce signal, cette chute de flux, la profondeur, on est capable de détecter un objet de 100 mètres situé à 40 unités astronomiques du Soleil. Eh bien, c'est un des projets que je mène avec cet instrument qui s'appelle Myosotis. Vous savez, dans les noms d'instruments, on aime bien être poétique. On trouve toujours un acronyme pour un nom. Donc ici, Myosotis, c'est Multi-Object Instrument for Occultations in the Solar System and Transitory System. Qu'est-ce que ça va faire, cet instrument? Le principe est tout simple. Vous allez regarder une étoile et vous allez attendre que quelque chose passe devant. Vous allez me dire, c'est très très peu probable. Mais effectivement, si vous attendez suffisamment de temps, eh bien, tôt ou tard, un objet de la ceinture de Kuiper va passer devant. Même s'il en passe 1 ou 10 ou 100, ça va vous donner une idée, parce que c'est de la statistique, de combien d'objets se trouvent dans la ceinture de Kuiper. Eh bien sûr, comme c'est un événement rare, cet instrument il est équipé de 29 bras, et chacun de ces bras est équipé d'une fibre optique qui va se positionner sur une étoile. Et on va donc regarder 29 étoiles en simultané, voici les bras. Et cet instrument est sur un télescope à Calar Alto en Espagne, et c'est un projet qui a été financé par l'Europe, qui a commencé il y a 2 ans, et qui, je l'espère, on en a déjà découvert quelques-uns, va permettre de détecter des très petits objets de la ceinture de Kuiper. Et potentiellement, avec cet instrument-là, cette technique-là, on est capable de voir un objet de 100 mètres à 40 UA et un objet de 4 km à 10 000 UA, dans ce fameux nuage de Oort que personne n'a jamais vu, ce qui serait une première. Voyons maintenant Charon. Charon, c'est le satellite de Pluton. Pendant le survol, la sonde a aussi obtenu des images de Charon. Donc Charon, c'est un objet un peu moins contrasté que Pluton, le voici. On remarque donc cette grande fracture à l'équateur, puis cette zone très sombre au pôle. Vous
Voici les fausses couleurs. Donc on voit très bien cette zone ici rougeâtre, donc, qui est due à la présence certainement de ces fameux tholins. Et puis cette zone ici, très cratérisée, encore une fois, donc peut-être plus vieille que cette région-là, où on voit moins de cratères. Et puis ce qui nous surprend, c'est cette grande faille ici, immense, qui balafre la surface de Charon. En comparaison à Pluton, Charon est moins contrasté, plus terne, mais néanmoins avec la même dichotomie. De même que pour Pluton, on a aussi cartographié la surface de Charon, et cette région-là, qu'on appelle la plaine de Vulcain, avec cette grande faille ici qui n'a pas d'explication. Sans doute qu'il y a eu de la tectonique dans le passé de Charon, donc une histoire géologique, mais effectivement, actuellement, il n'y a pas d'activité sur Charon. On a essayé de voir s'il y avait une atmosphère grâce à la technique de l'occultation. Donc là, c'est la sonde qui a regardé Charon passer devant une étoile. Donc regardez le signal de l'étoile. Quand Charon passe devant, elle l'occulte. Et vous voyez que le signal est bien droit. Un créneau parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas détecté d'atmosphère sur Charon qui, je vous le rappelle, fait la moitié de la taille de Pluton. Il n'y a pas que Pluton et Charon, il y a les petits satellites, et ces satellites nous ont aussi appris beaucoup de choses. Et voici ces 4 satellites qui sont beaucoup plus petits que les 2 corps principaux, puisque les Nix et Hydra sont les 2 plus gros, font quelques dizaines de kilomètres, et là, Styx et Kerberos, Cerbère, c'est la mythologie gréco-romaine, eh bien, ils font que quelques kilomètres. Voilà. Donc ces objets-là, ils sont aussi surprenants parce qu'ils sont très brillants. Très brillants. Nix et Hydra sont très brillants et surtout, ils semblent être formés, pour certains, comme la fusion de 2 petits corps. Et voici les meilleures images que l'on ait. Et voilà ce qui interpelle, c'est qu'effectivement, ces objets sont brillants. Or, tout ce qui est brillant dans le système solaire, ce n'est pas normal, parce que ça veut dire donc qu'il y a quelque chose qui rafraîchit cette surface. Normalement, avec l'irradiation du cosmos, eh bien, ces surfaces rougissent et s'assombrissent. Ce qui fait qu'il y a des processus encore actifs sur des petits satellites comme Nix et Hydra. Et ce qu'on a vu, c'est que ces satellites mènent un balai d'une incroyable précision. Tout tourne autour du centre de masse Pluton et Charon. Je vous disais que Pluton et Charon sont en rotation synchrone, vous voyez, se font face. Par contre, ces satellites, ils ont complètement des rotations très diverses. Vous voyez, par exemple, celui-là, Hydra, fait presque 89 tours sur lui-même pendant qu'il fait un tour autour du système. D'autres ont des rotations bizarres, même en sens inverse. Mais tout ça avec une précision diabolique. Et donc les scientifiques essaient de comprendre quelle est l'origine de cette danse autour du système, qui n'est pas du tout triviale. On ne s'attendait pas à ce que des objets ont des rotations aussi variées et indépendantes du système. J'en viens à la dernière partie de cet exposé. Et la suite? Eh bien, figurez-vous que la sonde, elle est partie, donc elle est arrivée sur le système et en quelques heures a fait plusieurs de centaines de mesures et d'images. Figurez-vous que les dernières données ne sont arrivées qu'il y a quelques mois. Donc les scientifiques sont toujours en train de travailler sur ces données. Pourquoi elles ne sont arrivées qu'il y a quelques mois? Parce que, comme la distance est très, très grande, eh bien, les données sont arrivées au compte-gouttes, limitées par le débit d'envoi de la sonde. Mais la mission n'est pas terminée, puisque maintenant, il reste un petit peu de carburant, et la NASA a accepté une prolongation de la mission pour explorer un objet de la ceinture de Kuiper. Et cet objet, il s'appelle 2014 MU69. Donc, la sonde est là. Pluton donc, s'est déplacé sur son orbite. Pluton était là lors de la rencontre, bien évidemment. Et la rencontre vers un objet de cette ceinture de Kuiper va se passer le 1er janvier 2019, donc dans à peu près
un peu moins de 2 ans par rapport à maintenant. Et on va passer encore plus près que n'est passée la sonde sur Pluton. Donc on va avoir de nouvelles images d'une région que l'on ne connaît pas du tout, et surtout d'un objet transneptunien petit. Car cet objet, 2014 MU69, on estime sa taille entre 20 et 40 km. Je vous ai dit tout à l'heure que la ceinture de Kuiper, c'est le réservoir des comètes. Et vous avez certainement entendu parler de la comète Chury, 67P, que la sonde, la mission Rosetta, donc, qui s'est achevée il y a quelques mois, a révélé, donc un objet très intéressant avec cette forme caractéristique de canard, ça tend un canard, encore une pareidolie. Et donc, c'est une comète, la comète Chury. Eh bien, là, on est potentiellement en train de voir, on ira voir une autre comète, mais bien plus grosse que la comète 67P, puisqu'entre 20 et 40 km. Et à la grosse différence de la comète 67P, eh bien celle-là, elle ne s'est jamais, mais jamais approchée du Soleil depuis sa naissance, c'est-à-dire il y a 4,5 milliards d'années. Donc on sera en train de voir une comète qui ne s'est jamais modifiée. Donc un indice du passé de la formation du système solaire. Donc l'histoire ne s'arrête pas là encore. J'aurai peut-être l'occasion de revenir pour vous parler de cet objet, puisque dans quelques 2 ans, on aura des nouvelles images d'un objet d'une population encore inconnue. Voilà, je vous remercie. Merci Alain. Donc nous allons prendre date pour 2019-2020 plutôt, 2019. Oui, on peut prendre date. Voilà. Alors on va passer aux questions. Alors juste un mot avant de passer aux questions. J'avais oublié de vous en parler. Je l'ai amené. C'est une maquette. C'est un prototype en fait. Comme j'ai parlé d'instrumentation spatiale, j'ai parlé des instruments sur la mission New Horizons. Bien justement, comme au LESIA, au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, dans le laboratoire dans lequel je travaille, conçoit des instruments, comme plusieurs laboratoires à l'Observatoire de Paris, je suis donc co-responsable d'un instrument sur la future mission Bepi-Colombo. Et donc, je jugeais que ce serait intéressant pour vous de voir un instrument spatial. Donc, c'est un prototype, donc c'est l'instrument, donc le modèle juste avant, on appelle cela des prototypes, d'un spectro-imageur, donc un instrument qui va faire la cartographie minéralogique de Mercure. Donc le petit carré que vous voyez ici, c'est le détecteur visible infrarouge qui va cartographier la surface de Mercure. Donc c'est le modèle à l'échelle 1 de l'instrument, lequel instrument est actuellement à l'Agence spatiale européenne en train d'être assemblé pour un lancement l'année prochaine. Voilà. Bien, merci. Donc maintenant, on va passer aux questions. J'avais juste, avant de passer aux questions du public, une précision que je voulais avoir. Tu as parlé de fausses couleurs. Et en même temps, en parlant de fausses couleurs, on avait l'impression que c'était quand même les vraies couleurs, parce que tu nous parlais des tholins, en disant que la couleur des tholins est bien analogue à celle que tu montrais. Qu'est-ce que tu entendais par fausses couleurs? Ça veut dire couleur amplifiée ou... Voilà, c'est ça. Couleur amplifiée, contrastée. Donc on a remis... si on a montré les vraies couleurs, vous avez vu que Pluton, c'était plutôt une couleur brunâtre, voilà. Mais pour mieux voir les différences entre les zones plus sombres et plus claires, plus rouges et moins rouges, on a accentué les couleurs. Voilà. Et donc, on voit bien des zones très rouges et par rapport aux zones très blanches et très bleutées. D'accord, merci pour cette précision. Donc, on va passer aux questions. Pour la détection des petits objets par occultation stellaire, comment on peut connaître leur distance? Et est-ce que c'est un objet qui est vers Pluton, enfin dans la ceinture de Kuiper, ou ça peut être aussi un objet qui est carrément dans le système de l'étoile qui permet la détection et qui soit plus gros? On peut savoir ça? Ah oui, ok. Alors la signature, c'est pour ça que j'ai parlé de profil de diffraction. C'est parce que cet objet-là sera très petit par rapport à l'étoile, et l'étoile qu'on va regarder projetée à la distance de l'objet. Donc de telle sorte que les deux objets, l'étoile
et l'objet censé passer devant seront de la même taille à peu près, ce qui va induire un profil de diffraction. Et grâce à ce profil de diffraction, la durée et la profondeur va vous donner la distance et la taille de l'objet. Effectivement, on est confronté à l'ambiguïté de cette détection. Et c'est seul si on voit un profil de diffraction que on va pouvoir distinguer que c'est un réel objet passant à cette distance-là, de cette étoile-là, qu'on aura choisi aussi au préalable. Voilà. Et on peut avoir distingué par rapport à une poussière ou à un oiseau ou à un satellite ou un débris de la ceinture d'astéroïdes. Voilà. Et donc cette signature sera vraiment unique pour ne pas confondre avec d'autres types de signatures qu'on pourrait avoir. Donc si c'est un objet, par exemple, appartenant au système stellaire, ça serait simplement une mini-éclipse. On ne serait même pas capable de la voir. Parce que ça serait un très petit objet comparé à une grande étoile. Donc on aurait, je dis n'importe quoi, mais un milliardième de baisse du flux lumineux qu'on ne serait pas capable de voir avec la technique d'occultation. Bien, je vais... Pardon ? L'appareil, il lui faudra combien de temps pour arriver? Alors, la sonde Bepi-Colombo, elle part donc en 2018 et pour arriver sur Mercure au bout de 6 ans et demi, 7 ans. Donc ça fait long. Pour arriver vers Pluton, alors. Ouais. Sauf que, voilà, donc bonne remarque, il a fallu 9 ans pour arriver sur Pluton, et la sonde Bepi-Colombo va mettre 7 ans pour arriver à Mercure, qui est quand même beaucoup plus près. Et bien, sauf que ce n'est pas les mêmes ambitions. Parce que, pourquoi il faut tant de temps pour la sonde pour arriver à Mercure? Parce qu'elle va se mettre en orbite autour. Donc c'est facile pour arriver, on peut y arriver en quelques mois, mais sauf qu'il faut freiner. Sinon, après Mercure, dans cette direction, c'est le Soleil. Et pour freiner, il faut du temps ou du carburant. Et comme on n'a pas de carburant à emporter à pléthore, eh bien, il faut du temps, puisque la sonde va faire plusieurs tours pour se freiner autour de la planète. Pour la petite histoire, parce que c'est quand même des histoires d'hommes, tu peux rappeler pourquoi cette sonde s'appelle Bepi-Colombo? Alors, Bepi-Colombo, c'est le nom d'un mathématicien astronome italien qui s'est intéressé à Mercure et qui travaillait à la NASA, au JPL, le Jet Propulsion Laboratory, et qui a eu l'idée d'utiliser l'assistance gravitationnelle des planètes comme moyen de propulsion. Et donc il y avait une sonde qui s'appelait Mariner 10 qui a fait un survol de Mercure. Eh bien, il s'est aperçu qu'en utilisant la gravité de Mercure, on pouvait revenir une deuxième fois, voire une troisième fois. Donc une mission qui était prévue pour juste un survol, eh bien, grâce à cette technique, il a permis aux scientifiques d'avoir gratuitement un deuxième, puis un troisième. Et on utilise beaucoup l'assistance gravitationnelle parce que c'est un moyen d'économiser du carburant. C'est plus long, mais en même temps, on ne peut pas emmener du carburant au maximum. La sonde, par exemple, le carburant qu'elle a emmené, c'est plus de la moitié de la masse de la sonde. Donc on ne peut pas en emmener plus, sinon on n'emmène plus d'instruments. Donc c'est gratuit et c'est écologique. Voilà. Bon, on va... Attends. Excusez. Oui. Va arriver près de cette comète. Mais elle est arrivée déjà, c'était Rosetta. Non, Il parlait de Rosetta. Qui n'est jamais venu près du Soleil. Alors l'objet vers lequel va aller la sonde, là, donc, qui s'appelle 2014 MU-64, oui, elle s'est jamais approchée du Soleil puisqu'elle est dans la ceinture de Kuiper. Il doit venir un appareil près de cette comète. La sonde va aller vers cette comète, effectivement, le 1er janvier 2019. Elle va arriver quand? Le 1er janvier 2019. Ah, c'est pas trop loin, ça. Non, c'est dans un an et demi. Parce que, vu nos âges, c'est ça. Bien, on va continuer les questions. Alors là, il y a une question. Je voulais juste signaler que nous avons la présence d'une classe de collégiens ici ce soir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, posez des questions. On serait intéressé de les entendre et d'y répondre. Oui, merci. Concernant la ceinture de Kuiper, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas des objets comme Pluton, ou surtout plus gros que Pluton, qui se baladent sûrement beaucoup plus loin, sinon on les aurait vus? Oui. Alors justement, il y a une découverte qui a été une nouvelle qui a été révélée ces derniers mois.
et qui commence à être confirmée, il semblerait qu'il y ait une planète encore inconnue qui orbite dans les régions transnéptuniennes, et une planète qui serait 10 fois plus grande que la Terre. Donc une vraie grosse planète. Et comment on sait ça? Alors si je retrouve la diapo, je ne sais pas si je l'ai mise ici ou dans une autre présentation. Oui, elle est là. Eh bien, comment on sait ça? Eh bien, figurez-vous que c'est la même méthode qui a permis de découvrir Neptune. Comment on a découvert Neptune? C'est grâce au calcul de Urbain Le Verrier, qui était le directeur de l'Observatoire de Paris. Eh bien, il s'est aperçu qu'il y avait des perturbations, des irrégularités dans l'orbite d'Uranus. Il a compris que ces irrégularités, ces perturbations étaient provoquées par la présence d'une planète inconnue juste après Uranus. Eh bien, regardez ici des objets de la ceinture de Kuiper. Ce qu'on remarque, certains objets, donc ce sont des orbites très très longues, quand on a vu qu'elles avaient des orbites extrêmes, ça fait un tour autour du Soleil en plusieurs centaines, voire milliers d'années. Eh bien, regardez, elles semblent être toutes dans une direction, anti-alignée. Et donc, les astronomes ont compris que ce qui explique cette configuration un peu atypique, on est sûr qu'il n'y en a pas ici, c'est qu'il y a une planète qui est dans cette direction et encore inconnue. Et cette planète, elle ferait 10 fois la masse terrestre, elle aurait une période orbitale entre 15 000 et 20 000 ans, elle se trouverait à 700 unités astronomiques du Soleil. Neptune, c'est 30, 700. Donc, on ne l'a pas trouvée parce que les régions sont immenses à explorer. En plus, il semblerait qu'elle soit inclinée, donc elle n'est pas dans le plan des planètes, dans les hautes inclinaisons, donc ça demande encore de chercher de vastes espaces. Mais on pense, grâce aux nouveaux grands télescopes qui vont voir le jour dans les prochaines années, que d'ici 5 ans, on aura le cœur net sur la réalité de cette planète. Alors tu rappelles qu'une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. Voilà, la distance Terre-Soleil. Et donc cette position présupposée est issue de calculs et de modèles, évidemment. Voilà, de calculs et de modèles. D'accord. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je me demandais si cet objet, donc MU 2014, Oui. donc une grosse comète, Oui. pourrait-elle avoir d'origine le nuage de Oort, après avoir été éjecté par le passage d'une étoile ou d'autre chose? D'accord. Alors, je vais vous remontrer cette image, cette coupe du système solaire. Comme ça, on va voir tout ça sous les yeux. Donc, le système solaire, il s'est formé à partir d'un disque de gaz et de poussière. Cette poussière s'est agglomérée pour former les planètes. Donc, tout s'est aggloméré pour former les planètes telluriques, les planètes gazeuses, sauf qu'au niveau de la ceinture d'astéroïdes, ces morceaux, ces planétésimaux, comme on les appelle, n'ont pas réussi à se réunir. Ça, c'est à cause de Jupiter. Bon, passons. Et au niveau de la ceinture de Kuiper, donc ici aussi, il y avait de la matière qui s'est agglomérée, agrégée, mais n'a pas non plus réussi à former un seul corps. Ça, c'est parce que la matière est très éparse, donc n'a pas réussi à se rencontrer. Eh bien, donc, par définition, donc, la ceinture de Kuiper est là. Elle était là lors de la formation des planètes. Elle ne vient pas d'ailleurs. C'est le résidu du disque d'accrétion. Tandis que le nuage de Oort, vous voyez, il est sphérique. Donc ça implique que ce n'est pas issu du disque d'accrétion, parce que le disque d'accrétion, comme son nom l'indique, c'est dans un plan. D'accord ? Et donc, le nuage de Oort, lui, c'est un petit peu, je le dis souvent, que c'est la poubelle du système solaire. Tout ce qui n'a pas réussi à accréter en une planète, à former une planète, eh bien, a été éjecté. Éjecté où ? Dans le nuage de Oort. Donc, pour répondre à votre question, réponse brève, non, les objets de la ceinture de Kuiper ne sont pas des objets qui ont été éjectés là, non, ils étaient là en même temps que les planètes. C'est l'intérêt de leur étude. C'est la mémoire du système solaire. Le réservoir des comètes est où alors? C'est le réservoir des Oort, comètes, c'est la ceinture de Kuiper. Il commence là. Voilà, tout ça. C'est le premier réservoir, et le deuxième réservoir, c'est le nuage de Oort.
Donc en fonction des orbites des comètes, on sait si ces comètes proviennent du disque de Kuiper ou du nuage de Oort, parce que les orbites seront dans des sens différents, dans des inclinaisons différentes. Là, j'ai une question. Vu le succès de la mission de New Horizons, est-ce qu'il y a d'autres missions qui sont prévues pour explorer Pluton? Alors, le succès, effectivement, il est très très grand, impressionnant. C'est pour ça que la NASA a décidé de prolonger cette mission. Parce qu'une mission, d'accord, son objectif principal c'était Pluton, mais après, maintenant, elle est passée en 2015. Pour financer le prolongement de cette mission, ça demande de l'argent, même si la sonde existe, parce qu'il faut toute une équipe pour piloter la mission, pour vérifier que tout marche, tout ça. Et donc, déjà, comme la mission est là, il n'y a pas besoin d'en envoyer une autre. Cette mission, on va l'exploiter jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que ce prolongement a été accepté, puisque dans 2 ans maintenant, on va explorer un nouvel objet de la ceinture de Kuiper. Pluton n'est qu'un objet de cette ceinture, donc c'est intéressant de voir les autres objets. Et peut-être, on en parle déjà, qu'on pourra encore prolonger cette mission pour explorer d'autres objets. J'avais une question par rapport à la couche d'eau située sous la glace, notamment dans la zone brillante que vous avez montrée. Est-ce qu'on peut envisager de détecter avec ces données-là d'éventuels panaches d'eau, justement, qui se sublimeraient, enfin, qui se vaporiseraient plutôt en passant à la surface? Est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'il faudra peut-être attendre une autre mission? Non, on n'a pas vu de panache. On n'a pas vu de panache. Mais de toute façon, s'il y a panache, ça ne sera pas de la glace d'eau, parce que la glace d'eau, elle est vraiment au profond, au plus profond. En fait, la glace d'eau, il faut comprendre que la glace d'eau, à ces températures-là, à cette distance-là, c'est extrêmement dur et solide. Hein. Donc, c'est difficile de la faire fondre. Donc, c'est très profondément enfoui, sous forme de liquide. Peut-être, hein, on ne sait pas. Mais tout ce qui est gaz, tout ce qui est liquide, en fait, ce n'est pas la glace d'eau, c'est la glace, c'est l'espèce diazote, c'est l'espèce méthane et l'espèce CO. En fait, ce qui joue le rôle de l'eau sur Terre, donc l'eau qu'on trouve sur ces 3 formes, solide, liquide et gazeux, on a de l'atmosphère, on a des rivières, on a de la glace, eh bien, sur Pluton, ce qui joue le rôle de l'eau sur Terre, c'est le méthane, mais pas seulement le méthane, 3 molécules, le méthane, le diazote et le monoxyde de carbone, ce qui en fait encore la richesse, puisque c'est puissance 3 par rapport à la Terre. Oui. D'abord, merci, parce que c'est vraiment génial et extrêmement pédagogique. Donc, moi, j'avais une question, effectivement, qui vient d'être posée, mais j'en avais une autre, c'est sur les tholins. Si je vous ai bien suivi, ils sont générés, en fait, dans l'atmosphère de Pluton. Oui. Vous nous avez dit qu'en fait Charon n'avait pas d'atmosphère. Or, il y a une tache rouge sur Charon. Donc, quel est le lien entre ces 2 taches rouges, puisque c'est un ensemble de corps doubles? Donc, est-ce qu'elles se font face? Est-ce qu'il y a des transferts de l'une à l'autre? Comment on explique ça, en fait? Alors, ce n'est pas très clair, mais effectivement, on pense qu'il y a des transferts entre les 2 corps. Donc, de la poussière de Pluton est arrivée sur Charon. Pourquoi à cette zone-là? C'est peut-être parce que ça s'est condensé là, parce que c'est les régions polaires. Voilà. Durant ce voyage-là, Oui. qui a pris un certain temps, hein, Oui, 9 ans. 9 ans, oui. Mais à la vitesse grand V, hein, sans s'arrêter. Donc on arrive pratiquement à la moitié. Est-ce qu'il y a eu des petits problèmes analogues à ce qui a été vu avec les sondes Pioneer, qui ont laissé soupçonner un temps qu'il y avait de la matière noire présente dans le système solaire? Non, il n'y a pas eu de décélération, d'accélération de la sonde, pas au niveau de mesure que l'on a vu. Par contre, la sonde actuellement, là, elle est en train de voyager vers sa cible, prochaine cible, et elle est en train de sonder l'espace interplanétaire. Donc, elle sonde le taux de poussière qu'il y a. Elle sonde aussi le taux des particules énergétiques qui sont dans ces régions-là. Donc ce sont des informations très précieuses pour comprendre l'environnement interplanétaire. Si c'est vraiment vide, quelle quantité de poussière il y a, et
Voyager, Pioneer ont livré quelques résultats intéressants, mais là, on a une technologie qui est beaucoup plus récente, hein, puisqu'elle a été envoyée seulement il y a quelques années. Merci. Une dernière question. J'arrive là-bas. Dans la ceinture de Kuiper, les astres sont composés que de roches ou pas uniquement? Les quoi? Les astres, astres, oui. Alors, dans la ceinture de Kuiper, eh bien, ce sont des corps principalement glacés, de la glace. Tout simplement parce que lors de la formation dans le disque d'accrétion dont je parle, tiens, je vais reprendre avec... non, je vais rester sur ça. Eh bien, la matière s'est condensée ici. Plus on était loin du Soleil, plus les matériaux les plus glacés se sont formés. Donc on retrouve, au-delà d'une certaine ligne qu'on appelle la ligne des glaces, qui se trouve ici. En deçà, vous avez la matière rocheuse. C'est pour ça que les planètes comme la Terre sont formées de roches, essentiellement. Et au-delà de la ligne des glaces, ce sont des matériaux glacés. Donc on retrouvera toutes les glaces, y compris la glace d'eau, mais pas seulement, dans les régions externes du système solaire. Et donc, la région de la ceinture de Kuiper est composée d'objets glacés. De glace d'eau, principalement, mais pas seulement. La glace de méthane, la glace d'ammoniac, toutes les glaces, en fait. Bien, merci Alain. On va clore cette discussion. Merci à vous pour cette conférence. Très stimulante. Donc elle sera mise en ligne bientôt. Et je vous donne rendez-vous donc, pour la dernière conférence le mois prochain sur ALMA. Bonsoir.